Bien, je dois dire d'emblée que nous sommes en train de parler du renforcement du partenariat. Du renforcement du partenariat Union africaine, Union européenne, et dans le cas d'espèce, le rôle que des institutions comme ECES peuvent jouer dans le renforcement de ce partenariat. Et nous sommes d'accord que ce partenariat s'articule autour des questions des élections, mais de façon plus globale, n'est-ce pas, le renforcement de la culture démocratique, du renforcement de la gouvernance démocratique en Afrique, je dois préciser. Alors, partant de ce postulat, je dois dire que l'Union africaine, comme vous le savez, a en place un cadre légal extraordinaire pour promouvoir la démocratie, promouvoir la gouvernance démocratique sur le continent. Ces instruments, au nombre de ces instruments, je peux citer l'acte constitutif de l'Union africaine, qui est le document de référence, qui est l'acte de référence de l'organisation. Mais vous avez la charte sur la démocratie, les élections et la gouvernance, qui est un document essentiel, qui prend en compte tous les aspects que nous sommes en train d'évoquer. Donc, des encouragements aux gouvernants, des encouragements aux acteurs non étatiques, des encouragements à la société civile. Au fait, il s'agit d'un pacte entre les gouvernants et les gouvernés autour de la promotion des valeurs démocratiques. Mais au-delà de cela, on se pose la question, pourquoi est-ce que certaines choses ne marchent pas et qu'on en vienne à faire des recommandations pour changer les choses. En clair, on se demande pourquoi est-ce qu'avec tous ces principes qui promeuvent la démocratie, la bonne gouvernance, le rejet de changements anticonstitutionnels au gouvernement, qui donnent un rôle à la société civile à jouer aux acteurs traditionnels, etc., à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à des situations de crise, des situations qui nous obligent chaque fois à réfléchir un modèle. Le ministre Bawara l'a dit, de réfléchir à un modèle comme réponse à cette situation-là. C'est une grande question qui se pose et il est important qu'on puisse y réfléchir. Alors maintenant, si on revient au contexte des élections en tant que telles, il faut dire qu'il est essentiel que la question du dialogue, la question de l'inclusivité soit véritablement prise en compte. On a vu dans certains pays où, par exemple, les modifications de constitution telles qu'initiées n'avaient absolument rien d'illégal, parce que la voie constitutionnelle a été suivie. Et pourtant, cela nous a amené à des problèmes. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la question de la moralité, la question de l'opportunité de ces révisions constitutionnelles, de ces démarches, qui pour la plupart ne prennent pas en compte cette préoccupation d'inclusivité, donc des consultations à l'interne, le dialogue à l'interne. Et cela amène beaucoup de problèmes et on a vu que cela a même conduit à des changements anticonstitutionnels, notamment des mouvements populaires, il faut être précis, qui ont eu raison justement de ces régimes. Je ne vais pas les citer, mais il y en a eu plusieurs sur le continent. Cela nous amène également à nous poser des questions sur l'efficacité de ces mécanismes-là, mais également leur mise en œuvre. Et lorsque nous voyons ces dernières années cette resurgence des changements anticonstitutionnels au gouvernement, on se pose des questions véritables. Pourquoi est-ce que subitement l'Afrique est en train de faire face à tout cela? Quelles en sont les raisons? Quelles en sont les causes réelles? Est-ce que c'est un défaut de gouvernance? Est-ce que
cela est dû à des élections mal organisées? Est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont contribué à cela? Si oui, lesquels? Est-ce que ce sont des facteurs qui sont contenus au niveau de ces pays ou du continent, ou bien est-ce que cela vient d'ailleurs? Je pose des questions comme ça, mais sans véritablement avoir les réponses. Parce que je me dis, en y réfléchissant, et lorsque nous le faisons, nous devons prendre pays par pays pour nous en rendre compte des réalités. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes selon que nous évoluons d'un pays à l'autre. Et la dynamique aussi. Donc, voilà quelques questions que je voudrais poser, comme ça, pour nous permettre de réfléchir. L'Union africaine, et nous l'avons vu ce matin lors des échanges, l'Union africaine, depuis les élections de la Zambie, a mis en place un système, c'est-à-dire de coupler l'observation électorale avec des missions de médiation. Cela ne se fait pas de façon systématique dans tous les pays qui ont des élections, mais des pays où il y a des risques, il y a un potentiel de crise. Et ces missions-là restent après que les observateurs soient partis pour engager la discussion, la réflexion avec les acteurs politiques. Et dans le cas de la Zambie, mais on s'est rendu compte que le régime qui avait perdu le pouvoir avait une certaine peur d'être victimisé par le nouveau pouvoir. Et si cela n'est pas contenu, eh bien ça peut créer des frictions et ouvrir, n'est-ce pas, le pont à une autre crise. Et les nouveaux également qui arrivent veulent que les choses se passent rapidement, mais parfois au détriment d'un certain nombre de minima. Alors donc ces missions sont là pour permettre justement à ce que les gens se parlent. Et dans le cas de la Zambie, on a vu que ça a porté du fruit. Nous avons fait la même chose en Gambie et nous comptons désormais faire la même chose là où nous pensons qu'il y a un fort potentiel de crise. Alors ça, c'est un mécanisme qui vient s'ajouter à ce que l'Union africaine fait déjà, donc la diplomatie préventive, qui consiste à déployer des missions de haut niveau dans les pays dont on n'est pas très sûr que les élections pourraient bien se passer, dans des pays où il y a des blocages, n'est-ce pas, au niveau du processus, du fait de l'opposition, du fait du parti au pouvoir, etc., afin de permettre justement à ce que les choses puissent se débloquer et avancer rapidement. Mais tout cela se fait, et pour que nous ayons une bonne élection, qu'on associe également les jeunes, les femmes, tout le monde, toutes les organisations de la société civile, afin de pouvoir atteindre le bon objectif. Ceci est comme le décor que j'ai posé, mais je vais aller très droit au but pour dire quels sont les domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble, puisque nous parlons de coopération, nous parlons de partenariat. La promotion du dialogue est un aspect essentiel. Comment est-ce que nous allons pouvoir mettre ça en place? Eh bien, il ne faut pas que nous ayons des sons discordants, que nous n'ayons pas de sons discordants. Et c'est ça le sens du partenariat. Lorsque, par exemple, l'Union africaine estime que, bon, la situation est telle, après consultation, mais il ne faut pas qu'on revienne pour faire des déclarations ou des prises de position qui remettraient en cause ce qui a été fait par le principe de subsidiarité. C'est vrai que ça ne bloque pas les uns et les autres de pouvoir s'exprimer, mais il est essentiel que dans le cadre du partenariat, on puisse avoir ce dialogue-là et permettre à ce qu'on parle d'une seule voix. Ça, c'est un élément essentiel. Le deuxième élément, à mon avis, c'est la collaboration sur le terrain qui se fait, pour la plupart, entre Union européenne et Union africaine de façon générale. Lorsque nous arrivons sur le terrain, nous partageons les informations, nous échangeons,
Et je crois que ça, c'est une bonne pratique qui mérite de se poursuivre. Pour ce qui concerne EQUES, par exemple, je crois qu'il est essentiel que des choses comme la formation des observateurs de longue durée, la formation des observateurs de courte durée soient promues, soient maintenues comme un des éléments essentiels pour renforcer leurs capacités dans justement le travail d'observation qu'ils font sur le terrain. Le renforcement des capacités des organismes chargés des élections, les commissions électorales, les cours constitutionnels, tous les autres services qui travaillent pour la réussite des processus électoraux, y compris la société civile, dans le travail de sensibilisation de l'opinion nationale, les médias. Donc, tout cela qui travaille dans ce sens. Mais bien évidemment, cela doit se faire dans une bonne coordination, dans le cadre de ce partenariat, et que cela soit établi dans un programme d'action précis. Il faudrait bien que nous nous entendions sur, par exemple, quel pays nous allons appuyer en 2022, en quoi va consister justement cet appui, qu'est-ce que nous allons faire réellement, pratiquement, de sorte que, de part et d'autre, nous sachions quelles sont nos obligations, qu'est-ce que nous devons faire. La transparence est un élément essentiel dans le partenariat pour permettre justement d'avoir des résultats escomptés. Le déploiement d'experts est un élément essentiel. Déploiement d'experts pour accompagner les organismes chargés des élections, déploiement d'experts dans les pays en transition. Et quand je parle de déploiement d'experts, je ne vois pas seulement des experts électoraux. Déployer les experts pour appuyer le processus d'élaboration ou de révision de la Constitution. Mais ça fait partie du dispositif. Ça fait partie du processus électoral. C'est un élément, un maillon de la chaîne du processus électoral. Parce que lorsque la Constitution est élaborée à temps, révisée à temps, ça permet justement, et puis avec de bons experts, ça permet de jeter les bases de la mise en place d'un cadre légal et institutionnel qui soit des plus cohérents pour le processus électoral. Mais bien d'autres experts également sont concernés par ce dispositif. Donc un programme spécifique porté sur les pays en transition est un élément crucial pour justement permettre la réussite des processus électoraux. Le partage d'expérience. Il faudrait bien qu'on apprenne là où ça se passe bien pour transposer ailleurs et qu'on apprenne également là où ça s'est mal passé, qu'on sache pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu atteindre les objectifs et voir comment est-ce qu'on peut les corriger. Je crois que le partage d'expérience est un élément essentiel à prendre en compte justement dans ce dispositif. L'appui financier, je ne parlerai pas de ça puisque cela va de soi que s'il n'y a pas d'appui financier, mais avec toutes vos bonnes élaborations, mais vous ne pourrez rien faire sur le terrain. L'argent, il paraît que c'est le nerf de la guerre. Hein? Et si vous n'avez pas de ressources, vous aurez tous vos projets dans le sac et puis rien ne se fera. En attendant, les changements anticonstitutionnels pourront se poursuivre. Hein? La culture démocratique pourrait être renvoyée aux oubliettes. Et puis donc voilà. Donc voilà un peu de façon générale. J'ai voulu être pratique, hein? Lancer la question de cette façon-là pour permettre justement à ce que nous puissions apporter plus d'éclaircissement là-dessus. Mais je dois vous dire que le continent actuellement fait face à des difficultés avec cette résurgence de changements anticonstitutionnels au gouvernement et qu'il y a urgence à agir. À l'heure où je vous parle, par exemple au Mali, les équipes sont en train d'être déployées de la CEDEAO, des Nations Unies, etc., pour aider à revoir, à redéfinir le chronogramme électoral.
à redéfinir le chronogramme électoral. Donc, si nous devons aller au Mali, Fabio, je crois que c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut aller au Mali si nous voulons appuyer le processus au Mali afin d'espérer avoir de bonnes élections plus tard. Et c'est pareil pour le Tchad, c'est pareil pour tous les autres pays en transition, en plus des autres pays qui risquent de nous poser pas poser de problèmes, mais qui sont potentiellement, qui méritent d'être suivis. Il y a le Kenya, il y a l'Angola, il y a quelques pays qui méritent que nous puissions leur accorder une attention particulière cette année, et nous devons faire très rapidement pour aller à l'essentiel. Je vous remercie. Thank you very much.